Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Je vais vous présenter les invités dans quelques instants, mais je voudrais d'abord qu'on regarde peut-être une bande-annonce, celle de Joker, parce que vous allez voir que ça a un rapport avec ce dont nous allons parler. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Voilà, c'est le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, hein. Alors, qui est un peu la naissance comme ça d'un tueur en série, d'une personne un peu banale qui devient un tueur en série. On a des cas comme ça. On a vu à Bayonne, par exemple, ce type de 84 ans hein, qui se met à voilà, tuer des gens parce qu'ils vont à la mosquée. Enfin, et c'est vrai qu'on est dans on a l'impression comme ça qu'on est. Je vous ai pas présenté, je vais vous présenter d'abord. Bernard Delattre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez été longtemps journaliste aux Nouvelles de Versailles. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes aussi écrivain et vous organisez un salon du livre À Elancourt, oui, le 24 novembre. C'est la 3e édition. Ça s'est fait avec les Amis du Passé d'Elancourt, présidé par Jean Flatteau. Alors, les Amis du Passé, depuis 30 ans, on s'occupe d'une vigne. On fait une vigne un peu pédagogique à la ferme du Mousseau. Et puis, on s'est dit, il faudrait faire une manifestation. Et pourquoi pas un salon du livre? Comme j'avais un peu l'expérience avec Rambouillet, qui existe depuis 11 ans, où je suis à l'association Arlette de Rambouillet, j'ai dit on va faire un salon du livre. Ils ont dit OK, et ça a marché, quoi. Eh ben c'est bien. Ouais, et c'est quand C'est le dimanche 24 novembre, sous la présidence d'honneur de Patrice Franceschi, prix Goncourt de la Nouvelle 2015, dont on parle beaucoup actuellement pour son combat pour aider les Kurdes. Là. Les Kurdes, oui. Ouais, on en parlera peut-être. Il est partout. Tout à l'heure. Il se bat depuis 7 ans avec eux. Il n'hésite pas à prendre le fusil s'il faut, quoi. D'accord. Oui, c'est un très bon journaliste et écrivain. Ouais. Nicolas San, bonjour. Bonjour. Vous êtes sculpteur, vous êtes artiste, enfin sculpteur notamment. Et vous êtes notamment spécialiste de sculpture monumentale qu'on peut voir dans les villes. On en voit notamment à Trappes, mais ailleurs aussi. Hein. Depuis peu à Trappes, en effet. Oui, Rodez, cet été aussi. Valenciennes, Strasbourg. Oui, un peu partout. Donc des sculptures qui sont à la fois des œuvres d'art évidemment, mais qui habillent aussi une ville, enfin qui ont un sens dans l'urbanisme. Qui habite une ville, oui. Qui habite une ville, voilà. Qui habite une ville, oui. J'aime bien l'idée qui transforme l'espace dans une ville, qui recrée du sens, en tout cas pour se retrouver, qui sacralise les espaces, et qui transforme la ville et qui, j'espère, l'embellit. On en parlera tout à l'heure, et puis on parlera aussi peut-être de la place de l'artiste aussi dans une société qui est peut-être un peu difficile. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éditeur, donc voilà, vous pouvez peut-être oui, d'ailleurs, on a des auteurs qui vont au salon d'Elancourt. Voilà. Non, peut-être Jescan, non. Alors non, Jescan, ça va être compliqué. Oui, non, mais Jescan, il est dans le Nord et voilà, il est très occupé par la sortie du livre qui sort dans c'est votre dernière publication qui est en dans 8 chasse. jours. Voilà, c'est une très belle, enfin belle, c'est pas le mot, Bande de criminels. Une horrible histoire de quatre barbares qui enlèvent des jeunes femmes et pour leur faire des véritables misères. C'était assez dur, mais il y a un trio de policiers qu'on a déjà vu dans un précédent roman qui revient et qui lutte justement contre ces barbares. Et ça décrit très très bien sur tout
toute cette région du Nord qui est par moments un peu rude, plein de points de vue, mais avec des gens qui sont extrêmement, les barbares mis à part, qui sont extrêmement sympathiques, extrêmement chaleureux, extrêmement... Voilà. Donc ce roman montre bien ces deux côtés. Et je ne dis pas qu'après on n'a qu'une envie, c'est de se précipiter dans le Nord, mais enfin c'est quand même... C'est beau, oui, mais c'est magnifique le Nord. Oui, c'est quelquefois un peu triste, Mais enfin, non, vous avez travaillé dans le Nord, non? À Valenciennes, oui. C'est magnifique, Valenciennes. J'ai passé le week-end à Boulogne-sur-Mer. Non, mais Valenciennes. Non, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas ces villes-là, on se dit Valenciennes. Moi, j'y ai été, c'est magnifique. Et le stade de football de Lens, le stade Borlard, c'est le stade où on est le meilleur accueilli en France. Alors, Lens, il y a le Louvre. Il y a le Louvre. Qui fait beaucoup pour la région. La ville de Lens, c'est peut-être pas la plus belle. Le stade est magnifique. Il y a une ambiance. Mais c'est surtout le public qui est fabuleux. Parce que le stade en lui-même, il est pas extraordinaire. Mais avec cette chanson, là, quand tout le monde entonne, je ne sais pas combien, il y a 35 ou 40 000 personnes qui entonnent les corons et tout, c'est vrai qu'on a les poils qui se dressent sur les avant-bras. Là. C'est la chanson de Bachelet. Voilà, Et les de qu'elle aime, non, c'est vrai que c'est aussi, voilà, il y a des belles régions. Tout à fait. Dans le Nord. Tout à fait. Alors, je reviens sur ce que je disais un petit peu en début de cette émission. On avait vu donc cette bande-annonce de Joker. Et c'est vrai que je tombais sur une déclaration de François Bayrou, mais qui disait notre responsabilité, c'est de faire vivre les gens ensemble dans la compréhension mutuelle. C'est un peu la définition qu'il donnait de la politique ou du politique. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens n'ont pas forcément ou plus forcément envie de vivre ensemble, que les positions deviennent de plus en plus extrémistes, que avoir un discours modéré, si on a un discours modéré, on l'entend plus, et que peut-être le vivre ensemble est en crise, non ? Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec votre ami Béraud. Non. Il dit non, que le fait que la définition de politique, ça doit de faire vivre les gens ensemble. C'est pas non, mais là-dessus, il a tout à fait raison. Mais je pense pas qu'il y ait une véritable crise. Non, ça c'est moi qui à ce niveau-là, parce que à chaque fois, évidemment, on tourne autour du pot. Parce que, en fait, quel est le problème, surtout en ce moment d'actualité? C'est pas le vivre ensemble entre les bouddhistes et les. Non, c'est les sondages le prouvent, il y a un certain antagonisme avec certaines personnes d'origine, de confession musulmane, et puis des gens qui ne le sont pas et qui disent voilà. Est-ce que tout le monde ne devrait pas vivre comme on vit nous et pas voilà, si on arrive. C'est plutôt 90% de la population a plutôt envie que tout le monde vive ensemble correctement, mais pas avec de nouvelles coutumes et pas avec de nouvelles habitudes. Je pense que c'est ça. Vous n'avez pas l'impression quand même que les positions sont en train de devenir extrémistes, de devenir... François Langlais, la spécialiste de l'économie, il dit actuellement il y a le croisement de deux courbes, celle de la montée du populisme et celle des problèmes des finances et de la bourse. Alors, il a une théorie, c'est que toutes les années en neuf, on est en fin de cycle. Ah oui, c'est la grande théorie des années en neuf. Tout va basculer, Charles Michel. Donc, les années qui finissent en 1789, Oui, mais enfin, on pourrait faire 1914. Moi, je veux bien. Non, mais traité 1919, la crise de 1829. Mais par contre, la guerre de 39 aussi. 1989, la chute du mur de Berlin. Oui. Là, c'est positif. C'est une fin de cycle positive. Comme le dit notre ami, il y a quand même 69 l'année érotique. Oui, c'est quand même absolument, qui est pas mal. Non mais alors c'est une théorie de fin de cycle où les gens veulent repartir à zéro et là il y a quand même cette montée des populismes. Oui, il y a la montée des populismes, mais il y a, j'ai l'impression, regardez, on a vu comment est né renaît ce débat sur le voile notamment. Enfin, on a l'impression de positions très antagonistes. Vrai, on peut avoir des désaccords, on peut être pour, on peut être contre, on pourrait en discuter de manière un peu dépassionnée. Non, là, il faut que ça soit. Non, vous ne trouvez pas, Nicolas? Moi, je pense que c'est le signe de manque de confiance. Oui, je pense, probablement. Lorsqu'on est confiant, lorsqu'on est optimiste dans la vie, on est assez ouvert, assez généreux. Et donc, on a tout à fait le plaisir de rencontrer des personnes différentes. En tout cas, c'est la conception que j'ai de moi de l'ouverture et de l'échange que j'ai avec les gens. C'est vrai que c'est une société de plus en plus clivante qui met l'accent sur le côté central de chaque individu, égoïste, pour peut-être des raisons qu'on peut expliquer à cause d'une économie qui n'est peut-être pas... Oui, il y a peut-être des raisons économiques, mais il n'y a pas que des raisons, il y a aussi des raisons politiques, enfin, ou sociales.
on voit bien qu'il y a quand même des groupes et qu'il y a des gens qui ont tendance à stigmatiser une certaine catégorie de notre population. Vous avez travaillé, par exemple, à Trappes, on va y revenir tout à l'heure, mais qui est une ville où il y a des communautés différentes qui coexistent. Moi, je trouve que Trappes est une ville vachement sympa. Oui, ça se passe plutôt bien. Ça se passe très très bien et les gens sont agréables. En tout cas, ce que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai installé ma sculpture, où je travaille sur le projet, ont été très généreux, très ouverts. Et au sens, j'ai le souvenir de belles rencontres avec des personnes, avec une jeune femme qui était voilée, qui était très élégante et qui était heureuse de voir une sculpture contemporaine devant chez elle. Donc, il ne faut pas on a plus tendance à être influencé, mais faisons-nous une propre idée de ce que nous vivons et ce que nous voyons. Aussi. On peut aussi, vous avez tout à fait raison, mais on peut être contre le port du voile tout en reconnaissant que toutes les femmes voilées peuvent être élégantes, intelligentes, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la femme voilée. Il y a un jugement sur le fait de porter ou non un voile. Et je pense que sur le vivre ensemble, il y a quand même beaucoup de gens qui disent vivons ensemble sans voile. Voilà. Et que dès qu'on a un discours qui est non, justement, vous voulez pas du voile, vous voulez pas qu'on vive ensemble, vous voulez monter les gens les uns contre les autres. Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'on peut avoir envie de dire, on vivait très bien. Je sais pas, je vous défie même de trouver à Trappes, il y a 30 ans, une femme voilée. Bon, il n'y en avait pas. Bon, alors, est-ce qu'on vivait moins bien à Trappes il y a 30 ans? Non. Voilà, et c'est ça aussi l'aspiration d'une partie de la population qui est de dire, il y a 30 ans c'était bien, il y avait des musulmans, les immigrés étaient déjà arrivés, il n'y avait aucun problème. Voilà. Et le problème, il vient aussi de ça, de cette espèce de changement de volonté, plus ou moins avoué, de dire on va changer les habitudes des Français. Peut-être que les Français, les sondages le prouvent, n'ont pas forcément envie de changer de façon de vivre. Comment ? Ils sont français aussi. Non, mais les Français non musulmans. Le Dalai Lama vient de sortir un livre, il dit quand même au XXIe siècle, on devrait sortir de ces histoires de religion. Chercher autre chose. Et il lui dit qu'il faudrait faire la religion. Si même le Dalai Lama dit ça. Il dit qu'il faut faire la religion de la compassion. Retrouver la compassion et la fraternité. Est-ce que justement, c'est pas un problème, le poids des religions, quand même, dans nos sociétés, où on aurait pu penser qu'elles allaient décliner, quand même, non ? La religion est là depuis que les hommes existent. Oui, mais avec un poids plus ou moins fort. Oui, mais on a connu l'Inquisition, une chose. Donc l'histoire, je suis d'accord. On va pas y revenir. On va pas y revenir. Mais je suis d'accord. Mais il y a toujours des mouvements comme ça dans les sociétés qui font que par moment, une société elle peut avoir elle est forte, elle est belle, et par moment, J'aime bien la philosophie de Charles de Gaulle. C'est dans le livre de Gérard Bardy, Charles le catholique, qui était très croyant, mais il ne le montrait jamais. Il disait que les croyances religieuses, ça doit rester à l'intérieur de la vie. Il y a la messe quand même le dimanche. Oui, mais quand il y avait un photographe ou un caméraman, il n'allait pas communier. Il voulait jamais il n'y avait aucune photo de lui. Oui, parce que c'est dans le domaine privé. Et je pense que c'est une bonne chose. Chacun doit garder ses croyances sans lui. On n'a pas à les exhiber. On est tous d'accord. Et c'est la loi d'ailleurs. Dans le domaine public. Il faut revenir à ça. Et même De Gaulle, d'après Gérard Bardy, il avait fait une petite chapelle à l'Élysée, peu de gens le savent, où il y avait un aumônier qui faisait faire la messe, et dès qu'il est parti, cette chapelle c'était fini, quoi. Mais lui, quand il y avait un photographe ou une caméra, il n'allait pas communier, il ne voulait aucune photo. Ça, c'est une conception très classique de la laïcité. Et c'est vrai que vous avez raison de dire, il y avait un sondage qui est paru dans le JDD dimanche, qui montrait que les Français sont très inquiets des atteintes à la laïcité. Oui, c'est important dans notre République. C'est tous les jours, donc c'est effectivement, je crois que entre gens de bonne compagnie, tout le monde est d'accord pour dire que c'est effectivement la religion, c'est un truc personnel, on n'a absolument rien contre, on croit pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas à le montrer de façon ostensible et presque employant un mot que tout le monde déteste, mais colonisatrice. Enfin, il n'y a pas de raison d'être là, avoir des tonnes de gens qui vont dire, regardez notre religion comme elle est belle. Non, et on en revient à la question de base, c'est les sorties scolaires. C'est vrai que, est-ce qu'on a envie que des enfants soient accompagnés par quelqu'un qui montre ostensiblement une religion plutôt qu'une autre? Alors, voilà, la vraie question est là. La loi le permet. Et une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on a envie que les gens soient montés les uns contre les autres. On a justement, en disant, s'il n'y avait pas de signe religieux du tout, les gens ne seraient pas montés les uns contre les autres. On pourrait tous autour de cette table croire chacun d'un Dieu différent, il n'y aurait pas de problème. Je veux dire, on en parlerait, si on a envie d'en parler, en petit comité, pas à la télévision. Non, mais c'est ça le problème, voilà. c'est que il y a des...
vécu comme ça, avec des opinions différentes, et heureusement, c'est ça la démocratie. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'opinion de l'autre n'est plus tolérée. C'est-à-dire que si on a une opinion, non, vous ne trouvez pas qu'il y a une intolérance qui monte, quoi? Il faut lutter contre ça, cet esprit de chapelle, justement, que respecter alors les autres. Il y a une différence entre opinion et croyance, aussi. Non, mais je parle même des... On va parler, par exemple, de débats qui ont été interdits. Bon. Mais est-ce que vous ne pensez pas dire que le fait, la présence de chaînes d'infos continues qui a changé considérablement la façon de faire de la politique, par exemple, mais change aussi notre façon de voir les opinions. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des débats qui sont organisés avec des pour, des contre, avec, évidemment, comme il faut faire parler de soi, on prend plutôt des gens qui ont des positions extrêmes que des positions plutôt nuancées, non? On veut faire le buzz, bien sûr. Oui. L'autre jour, j'entendais un présentateur de télé, il désespérait parce qu'il ne trouvait pas une femme avec un voile pour témoigner, quoi. Oui, c'est ça, oui. À la radio, puis il y en a un qui lui dit, il faut appeler une telle. Mais ça devient du cinéma. Mais en même temps, moi, je voudrais défendre un tout petit peu les chaînes d'infos, parce que tout le monde les attaque, tout le monde dit oui, ils veulent faire le buzz, etc. Mais il y a quand même quasiment que sur les chaînes d'infos que, par exemple, en cas de grève de la SNCF, on va interviewer des usagers qui sont contre les grévistes et des usagers qui soutiennent les grévistes. Alors que sur les grandes chaînes non continu, on ne voit. Écoutez France Inter, il n'y a jamais quelqu'un, à chaque fois qu'on interroge, c'est toujours des gens qui disent on soutient les grévistes, etc. Il n'y a jamais un usager, jamais. Ah non, je vous défie d'en trouver un. Ce n'est que sur les chaînes d'infos qu'il y a les deux sons de cloche. Là, je veux dire, sur le service public, on est toujours... on ne trouve que des gens qui soutiennent les gilets jaunes, qui soutiennent les grévistes, qui soutiennent toute revendication. Elle arrive sur le service public, elle dit, on a interviewé les gens. Alors après, vous achetez le journal, les sondages indiquent absolument l'inverse. Mais voilà. Donc les chaînes d'infos, au moins de temps en temps, elles font la part des choses. Elles disent voilà, on a vu ces gens-là, on a vu ces gens-là, et on voit les deux. Donc c'est pas si Nicolas, là-dessus, non? Moi, je pense qu'il nous manque, on est trop dans l'instant, dans l'immédiateté. On n'a plus de distance. Donc c'est ça qui, je ne sais pas si c'est ça qui est la cause, ou en tout cas on a perdu ce regard un peu critique de l'instant et du temps qui est en train de se couler, même s'il est très présent. Et ça, c'est vraiment une problématique parce qu'on est immédiatement. Absolument. On a raccourci. Et on est sommé d'avoir une position sur tous les sujets aussi, alors qu'on pourrait très bien dire je ne sais pas, j'en sais rien, je vais réfléchir. Mais on n'a pas le droit de faire ça. On n'a plus le droit. Et le pouvoir non plus, d'ailleurs, n'a pas le droit quand il lui demande quelque chose. On l'avait vu quand il y a eu l'attentat à la préfecture de police. C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur est obligé de faire une conférence de presse immédiate, alors qu'il ne sait rien de ce qui s'est passé, il ne connaît rien du type en question. Donc il dit des choses qui vont être démenties quelques heures plus tard, parce qu'il faut tout de suite donner un peu comme on donnerait à manger, quoi. Et là, ils sont obligés, les hommes politiques et le membres du gouvernement, de réagir et de surréagir, parce que quand ils ne réagissent pas, à ce moment-là, on dit on nous cache tout, on ne veut pas nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui brûle à côté de Rouen. Alors, je veux dire, donc, quelle est la bonne position? Mais c'est ça, c'est l'immédiateté. C'est extrêmement difficile, quoi. On a raccourci le monde, en fait. Oui, absolument. On avait une belle planète bien grande, maintenant on a une petite bille. D'abord, parce qu'on sait tout ce qui se passe partout. Exactement, c'est ça que je veux dire, bien sûr. Et dans l'espace et dans le temps, quoi. Ça se raccourcit. C'est la théorie de McLuhan, le monde est un village. Absolument. Qui sera le chef du village? Oui, c'était très visionnaire. Il l'avait dit il y a longtemps. Il y a une manifestation de cette intolérance. Sylviana Gazaski, Madame Jospin à la ville, qui est une philosophe, qui est contre la GPA, mais ça fait très longtemps. Enfin, elle considère que ça fait un marché qui n'est pas digne pour les femmes qui s'y prêtent. Elle devait faire une conférence de presse à l'université. Pas une conférence, pas de presse, une conférence à l'université. La conférence a été interdite sous pression de mouvements LGBT en l'occurrence. Que l'université quand même empêche des gens de s'exprimer, c'est quand même non, ça vous paraît pas aberrant? Là, on touche le fond. Enfin, je veux dire, on peut pas imaginer. Pour ou contre, hein, non, mais on peut pas imaginer pire. Quoi. Je veux dire, cette femme est extrêmement intelligente. Elle est cultivée, elle est argumentée. On peut tout à fait, et c'était l'idée. C'est une des pionnières de la parité. Elle avait dit parce que
Je sais, quand il y a eu la parité homme-femme, il y avait toujours des gens qui disaient oui, mais pourquoi pas justement on met pas des hommes, des femmes, mais aussi des musulmans ou des juifs ou des voilà. Enfin, pourquoi on n'ouvre pas? Et elle disait, mais attendez, le monde n'est pas divisé comme ça. Il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, et puis le reste, c'est autre chose. Exactement. Et c'est un argument imparable, je trouve. Voilà. Mais... Et c'est une femme avec laquelle il est extrêmement agréable de discuter. Elle a des arguments. On peut bien évidemment être Oui, absolument, on n'est pas obligé opposé à sa position, mais elle l'accepte, on peut discuter. C'est quand même l'essence même de la discussion, du débat, et puis de la faculté. Enfin, je veux dire, et qu'une faculté, qu'un patron d'une faculté est accepté sous la pression de groupuscules fascistes, il n'y a pas d'autre terme, c'est du fascisme à la petite semaine, c'est-à-dire que ça ne nous plaît pas qu'on vienne dire qu'on est contre la GPA, donc on interdit le truc, sinon on va se fâcher, on va tout casser, etc. Mais où va-t-on? Enfin, oui, c'est totalement scandaleux. Vous avez déjà interdit, Nicolas Sade, non, de parole? Non. Non, il y a des réactions parfois vives contre l'art. Hein. Oui, ça existe. Hein. Et contre les artistes parfois. Mais enfin bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas. Non, moi je fais un travail qui n'est pas très polémique, on va dire. Non, qu'on ne comprenne pas, c'est une chose, mais il n'est pas dans la polémique. Non, pas dans la polémique. Bien que, il y a des œuvres qui font polémique. Oui, il y a des œuvres qui font polémique, mais c'est une question de. Quand on n'a pas l'angle pour y rentrer, pour comprendre ce qu'est une œuvre d'art, forcément une forme un peu abstraite ou une mais forme là c'est quand même une manifestation d'intolérance dans une université qui est quand même le lieu où le lieu du débat où devrait y avoir le lieu d'échange, mais c'est pas. C'est le début. On va rejoindre ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on colle toujours à la roue des Américains avec 10 ou 20 ans de retard, mais là le laps de temps se rétrécit. Dans les facultés aux États-Unis, il y a des profs qui n'ont plus le droit d'enseigner parce qu'ils ne sont pas dans la droite ligne de la pensée mainstream, et on leur dit non, là vous allez parler de ça, non, cet auteur-là il ne faut pas en parler. On a brûlé des livres aux États-Unis, quoi. Et ça va il y venir a eu la tâche, le fameux roman, voilà. qui a raconté un peu ça. Enfin, et ça va venir en France, je veux dire en France, parce que ce même groupuscule qui interdit cette conférence autour de la GPA va dire mais on a listé ce qu'il y avait dans la bibliothèque, il y a des tas d'auteurs qui ne sont pas du tout pro-LGBT, etc. Mais ça, on peut les éliminer. Virons-les du truc, puisqu'ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit d'écrire, et c'est la fin de tout. Hein. On s'en approche. Ça rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'immédiateté de l'information, c'est-à-dire que des groupes comme ça, jouant avec l'immédiateté de l'information et les réseaux, on est dans une autre façon de penser et de regarder un problème. Et c'est un peu. Il y a eu un autre débat comme ça qui est assez un peu symptomatique, assez intéressant. Il y avait une proposition de loi pour interdire les corridas aux mineurs. Ouais. Hein. Et puis il y a un certain nombre de personnalités, dont Pierre Arditi notamment, qui ont signé une pétition pour dire attendez, on comprend tout à fait que des gens n'aiment pas ça, n'y aillent pas, ne veulent pas y aller, et personne ne les oblige à y aller, mais n'interdisez pas ce spectacle dont ils disent, après on peut juger que c'est vrai ou pas vrai, que que ça se rapproche, ça s'apparente à de l'art. Vous auriez signé, vous, ce genre de pétition comme Arditi ou... C'est assez compliqué. Moi, les gens qui sont contre la corrida, moi, je leur conseille d'aller voir un abattoir. Moi, j'ai fait des reportages sur les abattoirs. C'est quand même bien. Quand on voit un abattoir, on mange tous de la viande, enfin, sauf les véganes. Quand on voit un abattoir, on se dit finalement, le corrida, c'est acceptable, quoi, parce que. C'est pas tout à fait pareil. Justement, je sais pas. Pour les partisans de la corrida, c'est pas un abattoir. C'est autre chose. Quand on voit ce qui se passe dans un abattoir, ça fait réfléchir. Hein. Et c'est tout le monde, il faut y aller, Mais surtout, encore une fois, j'allais dire. Peu importe ce qu'on pense de la corrida. Oui, c'est ça, on peut tout à fait détester ça. On a quand même tout à fait, j'espère qu'on va encore avoir le droit en France d'avoir une opinion divergente de la majorité. C'est-à-dire que ce soit Arditi, l'ancien ministre de la Culture, il y a Jean Reynaud, il y a Podalides, il y a 40 personnes qui sont tous sauf des abrutis. Et qui émettent une idée en disant n'interdisez pas ça. Okay, il dit c'est une tradition qui est d'ailleurs très, très circoncise dans le sud de la France, dans le sud-est, dans certaines villes. Et il y a eu beaucoup d'œuvres d'art. Il y a Picasso notamment. Dans la littérature, il y a Hemingway. Oui, il y a des œuvres littéraires. Il y a eu un prix Goncourt aussi. Mais surtout,
Moi, Il y a eu Jean Co aussi, qui était... revendique le fait qu'on ait le droit d'avoir un avis différent. Ils ont le droit de dire vive la corrida, on ne va pas les tuer, il faut qu'ils puissent continuer à parler, on a le droit de s'exprimer quand même en France. C'est vrai qu'on est dans une époque de changement, vous parliez des abattoirs, hein, de relations entre les hommes et les animaux. C'est-à-dire que pendant longtemps, les animaux étaient considérés comme des meubles, d'ailleurs, même juridiquement, le statut a changé. C'est vrai que c'est en train de changer et que on a un regard sur la souffrance animale qui est beaucoup plus fort que... Peut-être trop loin aussi, parce que moi je suis d'une région d'élevage, le Charolais. J'étais au milieu des vaches du Charolais, tout ça, il y a la même chose dans Salers, tout ça. Mais que seraient les paysages français si ces vaches, les ultra-véganes disent, il faut lâcher les vaches dehors. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire je crois qu'il y a, depuis les temps les plus anciens, même la préhistoire, il y a un deal secret entre les hommes et les animaux. Les vaches d'élevage, elles sont soignées, les hommes les aident à véler, elles sont soignées, nourries pendant un certain nombre d'années. Puis à un moment, elles passent à la casserole, mais l'humain aussi. Hein. Nous, on va passer à la casserole un jour, on va être bouffé par les asticots. Là, c'est l'homme qui décide du moment où la vache passe à la casserole. Un secret, un accord, voilà. Mais si il n'y a plus d'élevage, les vaches n'existent plus. Elles ont une belle vie. S'il n'y a plus de corrida, il n'y aura plus la race des taureaux. C'est une race qui va disparaître. Disparaît. C'est comme les vaches dans le Charolais, ces vaches, elles vivent bien. On les voit. Mange plus de cheval, par exemple. Parce que là, c'est le grand tabou, le fait de manger du cheval. Mais il y a, je crois, 17 races qui disparaîtraient. En moins de 10 ans, en Europe, 17 races de chevaux qui disparaîtront. Parce que la boucherie chevaline disparaît, non ? Oui, mais il y en a encore. Et dans beaucoup de supermarchés, il y a des petits rayons petits où on trouve encore de la viande de cheval. Mais si on arrête de consommer du cheval, les animaux n'existent plus. Des races de chevaux qui ne seront plus exploitées du tout. Parce que l'économie de beaucoup de gens qui utilisent des chevaux de trait, etc., elle se justifie parce que le cheval travaille pendant un certain nombre d'années et qu'après, on peut vendre ce cheval et ça rapporte encore un complément d'argent. Si on arrête ça, toutes ces races de chevaux disparaissent. Et comme vous le dites très justement, qu'est-ce que seraient les campagnes sans animaux, sans cochons, sans rien ? On a besoin de rien. Il y a des liens affectifs entre l'éleveur, l'agriculteur qui a aidé sa vache à véler, le petit veau qui l'a aidé. Moi, je connais les agriculteurs, ils n'envoient pas leur vache à l'abattoir, ils l'en font emmener par un collègue. Vous avez vu les photos d'Yann Arthus Bertrand au salon de l'agriculture, ce rapport, le contact qu'il y a entre l'éleveur et le bœuf magnifique. On sent qu'il y a une connivence, quoi. Il y a des liens, et c'est mondial. C'est difficile à expliquer aux gens qui pensent qu'ils sont là pour faire souffrir les animaux. Le seul point positif de tous ces groupuscules, à la limite du fascisme, encore une fois, c'est qu'on a un peu mis l'éclairage sur certaines pratiques dans les abattoirs qui sont scandaleuses, etc. Donc ça a eu le mérite de donner un coup d'éclairage. Je crois donc ça, c'est en général, les gens sont plus sensibles à la souffrance animale et ça tant mieux. C'est quelque chose qui doit disparaître, c'est tant mieux. Oui. Non, c'est bien, il faut faire les choses bien, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'agriculture, c'est que il y a eu un film là-dessus. Les gestes d'un éleveur en France, c'est les mêmes qu'un éleveur en Chine. Ils ont les mêmes gestes avec les animaux. Et quand il y a eu l'histoire de la bête du Gévaudan, il y a eu un livre qui a été fait par Jean-Claude Bourret, et il y a des témoignages de l'époque montrant à la bête du Gévaudan, faut rappeler, c'était sur Louis XV, tout ça. Voilà. C'était un hybride entre un. On ne sait pas ce que c'était. D'après la théorie, c'était un hybride en chien de guerre. Qui mangeait quoi surtout les jeunes fermiers, les fermières qui justement emmenaient les troupeaux. Et il y a des exemples de jeunes justement qui ont été défendus par les animaux. Les vaches, les taureaux se sont mis en travers, ce qui prouve bien le rapport qu'il y a entre l'éleveur et l'animal. Et les animaux ont défendu le jeune gars ou la fille qui les surveillait. Ils l'ont protégé du loup chien sauvage, ce qui prouve bien qu'il y a un vrai rapport. Et d'abord, dans les temps lointains, les hommes et les femmes habitaient vraiment à côté des animaux. Hein. Ça faisait le chauffage aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très fort qui remonte à très loin. On ne peut pas arrêter ça d'un seul coup. C'est vraiment... Il y a toute une économie derrière. Et si on supprime la vie de ces animaux, ils n'existent plus du tout. C'est vrai qu'après, ça pose des problèmes environnementaux. C'est-à-dire qu'en effet, il faudra probablement manger moins de viande qu'on en mange aujourd'hui. Je crois que déjà, on en mange un peu moins, me semble-t-il, qu'on en mangeait il y a 10 ans ou 15 ans. Mais enfin bon, c'est vrai que ça va poser aussi des problèmes. Est-ce que, justement, Nicolas Sanne, on parle de cette société peut-être divisée, peut-être déstructurée, peut-être en tout cas en mutation. Est-ce que ça change le travail de l'artiste ?
J'écoutais Jean-Claude Carrière, alors c'est pas le même travail, c'est un scénariste, mais lui il dit on peut pas écrire aujourd'hui comme on écrivait il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'environnement, les choses comme ça, c'est des choses qui nous hantent, dont on est obligé de tenir compte. Est-ce que vous travaillez comme vous travaillez quand vous avez commencé à sculpter? Alors la question est complexe parce qu'il y a plusieurs artistes. Oui, bien sûr. Déjà, comme c'est... Pardon. Mais est-ce qu'on est influencé par tout ce qui se passe dans la société, voilà. Mais pour répondre, il y a des artistes qui se dégagent de leur rapport au réel, comme moi, parce que je trouve qu'une œuvre d'art, elle sera au-delà de ça, de l'immédiateté au réel. Mais par rapport à mes débuts, oui, ma pratique est différente, parce que justement, on a le rapport à l'image qui est différent aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, quand j'étais aux Beaux-Arts. On parlait de peinture et on parlait d'art avec la référence déjà au livre et non pas à l'image à l'écran, ce qui est différent. Donc on avait un peu plus de distance. Et la peinture était, ou l'art était soit un acte purement plastique. Oui. Il pouvait y avoir, il y a eu, dans les années 70, il y avait tout un tas d'happenings qui étaient des actes revendicatifs sur la société, donc des actes engagés. Oui. Et pour la sculpture, il y a eu des installations, il y a eu tout un tas de choses. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus c'est aussi complexe dans l'idée de l'artiste, comment il se situe dans la ville, dans la société, pardon. Il y a aussi la pratique artistique nécessite des moyens, un atelier, du temps, etc., etc. Donc les choses ont assez changé et la structure pensée, forcément, la vision des artistes change, mais il y a autant d'artistes il y a autant d'individus sur cette planète que... Mais est-ce que l'artiste rend compte d'une société ou est-ce que, comme vous disiez, au fond, il est un peu extérieur à ça? Il fait son œuvre et... Il y a des artistes qui ont un rapport au réel. Ils s'engagent par rapport sur des événements politiques, contemporains. Il y a des qui disent toute œuvre d'art est une œuvre politique. C'est pas votre sentiment, j'ai l'impression. Une œuvre... Le travail que je produis, je fais une sculpture qui est abstraite, qui relève d'un principe théorique et qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Voilà. Et qui parle de certaines choses d'équilibre, de précarité, même si ce ne sont que des poutrelles. À aucun moment, mon travail, il est là pour dire, expliquer ou dire ce que vous pensez de la société. Je pense à la société, au contraire, je m'en défais. Je prends du recul et voilà. Chercher à créer du beau, de la beauté. À mon avis, c'est le propre de l'art. C'est quand même créer quelque chose. Oui, enfin, sauf que c'est contesté quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui disent non, le beau, c'est plus à nous de le dire. Oui, mais moi, je ne suis pas un artiste provocateur. Je travaille dans mon atelier. Vous savez ce qu'on va faire pour qu'on sache de quoi on parle? Je vous propose de regarder une bande-annonce d'un documentaire qui vous a été consacré, qui est réalisé par Xavier Jalin, qui s'appelle HV11. Une œuvre monumentale de Nicolas Sade. On va regarder la bande-annonce de ce documentaire, comme ça on pourra peut-être mieux en parler après. Donc, c'est dans le Nord. La sculpture fera 6 mètres de long, quasiment 6 mètres de côté suivant les points de vue, 4,50 m dans le cadre du parallélépipède et 3 mètres de haut. C'est repousser ses limites et c'est aussi amener du rêve. C'est amener du rêve dans ma personne et dans les personnes qui regarderont la sculpture et qui disent mais comment ça tient, voilà. Et c'est cette notion comme ça de liberté qui est importante. Et c'est aussi de dire non, je ne me laisse pas dicter par la matière. Ma sculpture, c'est une sculpture de forme. C'est un propos formel. Donc, voilà, je dois amener la matière à mon intention. Ce n'est pas le contraire. Les limites, il n'y a pas de limites. Les limites, c'est celles qu'on se donne. Donc je ne me donne pas de limites. Oui, vous ne donnez pas de limites, hein, c'est ça. Comment c'est né l'idée de justement de ces sculptures monumentales?
Pardon. Comment est née l'idée de ces sculptures monumentales? Justement, c'est repousser les limites de soi. Ouais. HVO, c'est quoi? C'est le nom de la sculpture? C'est le nom de la sculpture. D'accord. Et ça veut dire? H, c'est par rapport aux matériaux. C'est-à-dire? C'est le HEA, par rapport aux matériaux. V, c'est la ville de Valenciennes, le commanditaire. Et 11, c'est l'année de réalisation. D'accord. Ok, c'est plus clair. Vous voyez, non, mais voilà, la sculpture, c'est repousser les limites, c'est transformer l'espace dans lequel on place une œuvre, c'est redonner du sens, c'est donner. Mais vos œuvres sont trop monumentales pour que vous puissiez les déposer subrepticement dans les villes. Exactement. Ah non, il faut que ça soit des commandes. Oui. Non, mais parce qu'il y a un artiste en ce moment dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir sûrement, qui a commencé par mettre il a commencé à Toulouse, mais à Paris, il a mis une sorte un nain de jardin, ce serait très méchant, parce que c'est un petit personnage en résine sur le pont à côté de la maison de la radio, sur une pile du pont, et c'est magnifique parce que ça illumine complètement, je veux dire, cette pile de pont qui est toute blanche, etc. Et il a ce petit personnage. Là, comme les gens qui taguent, par exemple. Mais sauf que là, c'est un personnage en résine, et très récemment, il a installé une statue d'homme qui doit faire 1,80 m sur le socle de la statue d'Arago, boulevard Arago, et statue qui n'a pas de... Il y a juste le socle depuis la guerre, parce que les Allemands ont fait fondre la statue d'Arago pour faire des armes. Hein. Enfin bon, et donc ça n'a jamais été remplacé. Et donc il a installé cette statue. Mais il fait ça la nuit, il la dépose, et puis voilà. Donc, mais c'est parce que c'est de la résine, et qu'après... voilà. Alors à Toulouse, il a fait ça, et à Toulouse, ils ont acheté... Enfin, la mairie a acheté ses œuvres pour les pérenniser. Ils l'ont trouvé, alors? Comment? Ils l'ont trouvé? Oui, parce qu'ici, il ne se cache pas. Hein, c'est pas... Oui, je veux dire, honnêtement, on peut trouver ça joli ou pas joli. Après, c'est tout le discours sur l'art. Mais je veux dire, ça ne salope pas l'endroit. C'est pas comme un tag. Non, après, alors ça, on le retire, on l'enlève. C'est plutôt de l'intervention, d'intervention artistique. Hein. Mais pourquoi pas? Hein, Ernest Pignon-Ernest faisait ça. Oui, absolument. Il fait des très très beaux dessins, très classiques. Et ça dans les... Mais vous avez toujours pensé travailler avec des œuvres assez monumentales et donc dans l'espace public? Vous avez fait des œuvres, des œuvres plus modestes. J'ai fait des petites sculptures, je fais des dessins, je fais de la peinture pour me détendre. Non, mais la sculpture, c'est ce rapport au corps. Moi, j'aime bien avoir ce rapport conflictuel, ce rapport au travail. Mais par exemple, vous faites des multiples de vos grands... Non, je ne fais jamais de multiples. Jamais. Non. Même quand je fais une grande sculpture, je la fais en direct. D'accord. C'est-à-dire, je ne fais pas de maquette. Ouais. Je ne fais pas de dessin au préalable. Je fais pas de Il n'y a pas de dessin préalable. Hein, non. Parce que j'aime bien l'idée de se mettre en danger. Comme j'ai un travail qui est assez précis dans le déroulement de mes formes, dans l'élaboration de mes formes, donc du coup, je produis, donc là, je fais vraiment un travail d'ouvrier, et après, j'assemble la sculpture, et là, je fais un travail d'artiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intuition, l'envie de dire à une pièce ce qu'on veut lui faire dire, c'est-à-dire ces problèmes d'équilibre, d'espace. Et qu'est-ce que vous pensez des tulipes de Jeff Koons, alors? Ah, mais il faut se mouiller comme les artistes. Non. Moi, je trouvais qu'elle était très belle emballée. Très belle emballée. Non, c'est vrai que ça va mieux là qu'à côté du musée d'art moderne. Non, oui, mais c'est le problème de la commande, là, qui est un peu... Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Comment ça c'est pas une commande? C'est un cadeau. C'est un cadeau, et puis après, on est bien obligé de l'accepter. Un cadeau à 3 millions, mais bon, un cadeau quand même. Oui, mais comment ça se passe, justement, les rapports avec... Là, vous travaillez dans la ville de Trappes, actuellement. Comment ça se décide? C'est des commandes? C'est vous qui démarchez? Moi, je démarche pas, non, ce sont des commandes. Ouais. Mais là, la ville de Trappes a souhaité réhabiliter la place Ovale pour y redonner le nom de la place Beltrame, à nos Beltrame. Ah oui, d'accord. Il m'a demandé de retravailler, de réfléchir sur cet espace-là, en positionnant une sculpture et en donnant à cette place un nouveau visage. D'accord. Et le travail de l'artiste, il n'est pas le travail de l'architecte, il n'est pas le travail de l'urbaniste, il va venir apporter une autre façon de concevoir cet espace. Et la difficulté était de pouvoir redonner à ce lieu cette notion spatiale, qui était assez oui, c'est vrai qu'on le voit, oui. occultée par des arbres, avec une sculpture, par on voit absolument, ouais. On a plus
une sensation de la dimension des choses, hein, c'est ça? Ben oui, c'est le travail, c'est de redonner de la perspective et de l'espace à une ville pour que les gens s'y sentent bien. Et les réactions sur lesquelles c'est divisé ou c'est plutôt favorable? C'est assez favorable. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivent autour de la place, qui étaient heureuses d'avoir un objet singulier, puisque du coup leur espace devient singulier. Il prend une autre dimension. Et puis le projet... Vous en fiers peut-être aussi, non? Oui, les habitants de ville d'avoir une œuvre d'art oui, là où ils vivent, quoi. Enfin, bien sûr, c'est eux, quoi. Ça rend la ville plus agréable, l'art. Imaginez une ville où il n'y a pas de sculpture, un square où il n'y a pas de sculpture, une statue, parce qu'on a du mal encore à faire la différence entre statue et sculpture. Donc voilà, donc ça le projet ici va vivre le jour d'une certaine façon, la nuit d'une autre façon, parce que la sculpture blanche prend la lumière, donc on va avoir un programme de couleurs. Elle change avec les heures. Oui. Et puis comme c'est quand même un rapport aussi au nom et au sacrifice du commandant Arnaud Beltrame, donc il y a tout un programme végétal qui va venir à un moment donné rappeler cette idée de sacrifice d'une manière subtile. Justement, vous disiez que vos œuvres sont des œuvres uniques, hein, à chaque fois. Il y a une tendance dans l'art aujourd'hui qui est celle de justement avec les moyens modernes, notamment c'est Fuji, je crois, qui fait ça, de la reproduction, mais de la reproduction exacte. Alors, ils sont en train de reproduire, par exemple, les tableaux de Van Gogh. Alors, on pourrait dire c'est un peu bizarre, et en réalité, ils se sont aperçus qu'en les montrant comme ça, en multipliant d'abord, on peut déplacer des œuvres anciennes qu'on ne pouvait plus déplacer, donc on peut les voir. Et en plus, une fois que les gens ont vu ces copies, ils n'ont qu'une envie, c'est de voir les vrais. C'est-à-dire qu'on amène des gens à l'art aussi grâce à ça. C'est quelque chose qui vous comprenez ça? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça s'appelle démocratiser l'art. Je veux dire, oui, la démocratisation. Non, mais vous participez à cette démocratisation de l'art, puisque au fond, vous êtes, vos sculptures, elles sont à tout le monde, si moi, je peux dire. J'ai l'habitude de dire que la sculpture, c'est l'art le plus démocratique qu'il y a. C'est-à-dire qu'on le prend, on l'offre on le place dans une ville et donc tout le monde en profite. Donc c'est à tout le monde, si je peux dire. Hein. Alors, c'est pas à tout le monde. Non, ça reste à la propriété de l'artiste et de la propriété de la ville. Mais oui, tout le monde peut pardon, jouer. Je parlais pas de la... Oui, la propriété, c'est la vôtre toujours. Vous Hein. l'avez pas vendue. Si, elle est vendue. Mais ça reste votre propriété. Intellectuelle, c'est ma propriété. Ah oui, mais physiquement, elle est à la mairie. Physiquement, elle est à la mairie, oui, bien sûr. Oui. Ah ben la propriété intellectuelle est importante, parce que moi j'ai entendu par exemple pour les architectes. Mais même pour des artistes, par exemple, il y avait l'histoire comme ça d'un artiste qui avait et des gens qui avaient acheté une œuvre de lui qu'il n'avait pas mise dans le bon sens, il l'a reprise en disant mais attendez, si vous la mettez pas comme il faut, c'est plus à vous, quoi. Non, c'est plus le sens de l'artiste. Donc il faut quand même respecter le travail de l'artiste, quel qu'il soit. Que ce soit des commanditaires... Oui, d'où la propriété intellectuelle qui protège le travail de l'artiste. Qui est importante. Là, vous êtes basé où actuellement? À Trappes. J'habite à Trappes maintenant. Donc, et vos ateliers sont là-bas? Ils sont là-bas. J'ai construit un atelier. Il faut de la place hein, pour ce que vous faites. J'ai construit un grand atelier, oui, en effet. Oui, il faut de la place. Je confirme. Et les commandes des villes... alors, vous avez travaillé pour Valenciennes, vous avez travaillé dans le sud aussi, si je me souviens bien. Hein. Rodez. Rodez, absolument. Donc, Rodez, c'est une commande qui est issue de l'exposition que j'avais faite en 2016 au musée Soulages, dans le jardin du musée Soulages. Rodez, il y a Soulagez-vous, au fond. Hein, voilà. Le noir et le blanc, on va dire. Mais voilà, donc j'ai livré une grosse pièce, plus importante que celle de Trappes au printemps, qui prit place dans un nouveau quartier qui est face au musée Soulages. Ouais. C'est important, Bernard Delattre, l'art dans la ville. Oui, je pense que c'est important. Je prends l'exemple de Bruxelles. Quand on se balade à Bruxelles, on voit ces grands dessins de bande dessinée là, sur les façades. Je trouve que ça apporte vraiment... ça casse pour les gens, ça fait rêver, ça fait changer les idées. C'est marrant parce que... C'est très regardez le début de l'émission, là, on parlait du voile. C'était je ne dis pas qu'on n'était pas entendu entre nous, mais on voit que là, on parle d'art et on est un peu apaisé. C'est quand même pas mal. Oui. Non, s'il n'y avait pas d'art, on serait quand même malheureux. Ouais, ça permet de c'est ce qui nous fait, beauté, c'est ce qui nous construit l'art, au travers des âges. Justement, tout à l'heure, parce qu'on en parle, parce qu'il y a plein de problèmes avec,
des problèmes, des questionnements, en tout cas avec l'art contemporain. Vous parlez de beauté tout à l'heure, enfin voilà, en vous revendiquant ça. On a l'impression quand même une certaine partie de l'art contemporain c'est évadé de la beauté, enfin, c'est éloigné de la beauté, de la recherche de la beauté, non? Mais le critère de... Est-ce qu'il y a autant d'art que d'artistes? Le critère de la beauté, c'est subjectif. Ouais. On dit qu'un tableau, le regardeur fait le tableau. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un tableau, c'est qu'on projette en soi des images. Vous montrez le même tableau à plusieurs personnes, tout le monde nous parlera différemment de ce tableau-là. Ça dépend comment on est, dans quel état. Ce qui est important, c'est l'émotion que les gens ressentent, c'est ça? Oui, puis des images, la littérature, on aime la littérature parce que des fois elle est coulante, une phrase est bien écrite. Un tableau, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui vous touchent, des couleurs qui vous touchent. Et c'est relève de l'émotion, ça relève de l'intuition. Pour certaines œuvres, d'autres, c'est plutôt un message politique qui va être passé. Donc, on sera, comme je disais tout à l'heure, on sera vers quelque chose qui sera au rapport au réel. Donc, est-ce que, parce qu'il y a quand même, il y a une question qui se pose quand même, c'est l'évolution de la technologie et des techniques. Ça change forcément le travail de l'artiste, non? Oui, alors on continue à peindre avec des pinceaux et des trucs comme ça, mais enfin, d'ici quelques années, il n'y a plus de raison, non? Je ne pensais pas que... Non, mais peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin d'avoir des tableaux, peut-être qu'on sera dans un monde virtuel où l'image, on pourra se promener avec... avec son musée. Avec son musée. Avec son musée, avec un casque, avec le musée à l'intérieur. Avec les Nord ici aujourd'hui, on ira le voir. Voilà, vous le dites, voilà. Oui. C'est pas possible, tout ça. C'est pas possible. Parce que c'est un peu comme... si on ne remet pas l'humain au centre des choses, on l'a dans l'art. Si on ne le remet pas dans le centre des choses de la société, on va être malade quand même. On va être vraiment très malade. Mais quand même, la technologie... les techniques, elles vous servent pour sculpter des techniques nouvelles, des matériaux nouveaux? Moi, je travaille de l'acier. Vous n'avez pas changé, non? Je n'ai pas changé. J'ai travaillé avec un outil informatique pour mettre au point mes lignes, pour mettre au point ma réflexion. Vous bossez pas avec une imprimante 3D, Non, mais les artistes qui bossent avec une imprimante 3D, Xavier Vaillant, j'ai rencontré son travail très tôt, il y a plus de 20 ans, quand je travaillais dans une entreprise pour faire pareil mes œuvres. Et il a adopté à un moment donné une forme de son travail, une direction de son travail, qui est tout simplement ce qu'on fait un sculpteur classique quand on dégrossit un bloc de marbre. Sauf que là, c'est la machine qui le fait. Donc c'était des facettes, c'était parfait, c'était très joli. Voilà. Donc il a revendiqué ce geste-là. Jeff Koons, il ne touche pas non plus les œuvres qu'il fait, non? Non, mais il y a des équipes. Il y a des équipes, mais la sculpture relève du travail de la main, de l'industrie par moment, et du façonnage, et de l'artisanat. Et des nouvelles technologies pour étudier les résistances des œuvres. Donc il ne faut pas faire la part des choses, il ne faut pas dire parce qu'il y a de nouvelles technologies, c'est une direction, c'est pas bien ou c'est bien. Non, il faut utiliser les outils qui sont autour de nous et profiter de ce qu'ils vous donnent pour que votre création aille plus loin. Alors il y a une histoire assez amusante qui a eu lieu à l'UNESCO il y a quelques jours, c'était pendant la nuit du patrimoine. C'est un photographe qui s'appelle Stéphane Simon, je crois, qui a photographié des statues classiques, enfin des statues anciennes, des statues grecques, etc. Et bizarrement, on les a habillées avec un petit string. Voilà, on voit ça comme ça. Comme si voilà, le sexe des statues antiques était des choses qu'on ne pouvait plus voir aujourd'hui. Là, encore une fois, on parlait au début de l'émission du vivre ensemble. Je rappelle quand même que cette décision, probablement la plus grotesque, qui a été prise par quelqu'un depuis 10 ans, d'affubler ces statues de string ou de bikini grotesques, a été prise pour ne pas choquer des gens. Alors, bien évidemment, on ne dit pas qui c'est, mais voilà, c'était pour préserver le regard de gens qui n'ont pas envie de voir des hommes nus. C'est d'autant plus bête d'ailleurs que dans les statues classiques, les sexes sont ridiculement petits généralement. Oui. Mais non, chez les Grecs, je crois que c'était pas
Non, mais tu sais que ce qui est c'était scandaleux, c'est que c'était à l'UNESCO. Hein, je veux dire, c'est que la direction de l'UNESCO. Non, mais c'est que toute la chaîne et il n'y a pas un moment quelqu'un qui s'est dit on est chez les dingues là, il faut arrêter ça. Non, ça a dû passer de bureau en bureau, on dit ah bah oui tiens tiens on va leur mettre un string, bah oui allez. Mais et j'imagine même qu'il y a quelqu'un qui a dit mais alors qui va aller acheter le string, sur quel budget, est-ce qu'on prend le string, oui, parce que quand vous prenez des décisions comme ça de l'administration, c'est totalement ridicule quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont signé un bon, j'imagine, pour dire alors bon pour un string, pour une statue, un comptable qui a dû dire mais la statue, est-ce qu'elle est d'accord? Enfin, Ça vous fait peur un peu ce genre de... Moi, je pense que c'est pour faire le buzz, faire parler de ça. Il y a ça aussi, je pense. Donc, des fois, je pense pas sûr. Hélas, non. C'est plus dans le. C'est pas du tout pour faire le buzz. Une feuille de vigne, ça aurait été. Oui. Ça aurait été plus. Mais non, cela dit, il y a eu depuis des années, on a supprimé les cigarettes sur les photos de Sartre ou de Gaulle d'ailleurs. On parlait de Gaulle. Oui, ça. Il y avait. On a un bras d'herbe. La pipe de. Je sais pas, non, la pipe de Maigret, je sais pas si on. Non, voilà. Le capitaine Haddock, oui. La pipe de Magritte n'a pas été retirée du La tableau. pipe de Magritte, Elle est toujours là-bas, elle est toujours sur le tableau. Il y a moins de liberté, c'est vrai. On va vers moins de liberté, j'ai l'impression. Il y a de plus en plus de. Oui, je sais pas, c'est possible. Vous n'êtes pas confronté, non, à ce genre de... Non. Non, mais là, je ne sais pas comment, je ne connais pas très bien ce travail, donc je vais en parler avec prudence, mais visiblement, ça me paraît être des pièces faites par 3D ou par impression 3D qui sont hyper réalistes, mais il y a plus réaliste que ça. Dans l'art contemporain, il y a des œuvres qui sont vraiment... Bien sûr. Les années 60, on avait des œuvres hyper réaliste, aujourd'hui encore plus que celle-ci. Mais ça pose la question de la transposition, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose qui relève les sculptures sont à la taille réelle. Non, elles ne sont pas surdimensionnées comme dans la statuaire grecque, par exemple. Elles ne sont pas... le rapport à l'esthétique n'est pas le même. On est dans quelque chose qui est, je ne vais pas dire commun, si ce n'est que la position vous dira quelque chose. Quoi. Mais on n'a pas transgressé le sujet. On se dit, il va falloir se dépêcher d'aller voir l'origine du monde au Louvre, hein, parce que, je veux dire, on va lui mettre ça fait un peu... Ça a été un débat, même quand c'est déjà une salle réservée, interdite aux moins de 18 ans, etc., pour aller la voir. Pour aller voir le Courbet. Pour aller voir ce tableau, oui, il est dans une petite salle, il faut être majeur pour rentrer. Ouais. Voilà. Enfin, bon, c'est quand même un gardien assez débonnaire qui surveille l'entrée. Hein. Donc c'est pas. Je pense pas que. Mais voilà. Puisqu'on parle d'exposition, il y a l'exposition de Vinci. Il y a le succès incroyable que ça peut avoir. Vous comprenez ça? Vous avez envie d'y aller? Vous y êtes allé peut-être? Je ne sais pas. Non. C'est quand même, c'est quand même pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Non, mais il y a des choses. Mais c'est incroyable quand même le succès de ces expositions. Enfin, ce qui attire le plus de monde. Hein. C'est beau. Oui. C'est la beauté. Vraiment, je pense que ça attire les gens. C'est un génie. Non, mais je conteste pas ça. Hein, mais je suis toujours fasciné quand même quand il y a des grandes expositions comme ça. La foule, enfin il y a toujours un décalage entre ce qui est produit aujourd'hui et ce qui est aimé et apprécié. Ah, vous sentez ça? Et bien sûr, moi je fais des œuvres des fois. Je ne veux pas revenir toujours à ma. Non, mais c'est votre expérience, c'est intéressant. Je produis des œuvres et elles sont appréciées 3-4 ans après. Voilà. Parce qu'il faut que... C'est pas au moment. Voilà. Mais ça, c'est l'art, en fond. Enfin, oui, c'est l'art, mais... Il n'y a pas vendu un tableau de son vivant. Les grandes expositions qui touchent le public. Oui. Le grand public. La globalité du public attire... parce que... on est toujours aussi sur des œuvres qui sont en rapport au réel. On parle de ça quand on parle de... C'est l'occasion pour la première fois de voir l'homme de Vitruve qu'on a vu pendant des années sur la pub Manpower. Et là enfin... Sur les cahiers de classe. Ouais, voilà, on va enfin voir le vrai. Donc, mais et puis ça permet... Parce que j'avais entendu comme ça dans une émission de télévision on disait qui était Vinci. Je crois que c'est celui qui a écrit le Da Vinci Code. Donc, oui, voilà. Oui. Peut-être des gens de savoir qui c'est. Ou alors des gens qu'on a... Oui, c'est tout petit, hein, l'homme de Vitruve. Ouais. On préfère quand ils font des parkings ou des autoroutes. Oui, ça va, si. C'est différent. Mais c'est peut-être... Vous avez... Alors,
peut-être raison, enfin, toucher peut-être aussi un point, c'est-à-dire que le succès de ces expositions, qui sont des expositions évidemment d'artistes reconnus et depuis des siècles, ça nous peut-être que ça nous rassure un peu dans ce monde un peu. Exactement. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on a un monde un peu Ceci dit, bouleversé. à l'époque, c'était pas très rassurant. À l'époque bien sûr. De Vinci, c'était pas rassurant. Bien sûr, c'était pas rassurant, c'était même extrêmement moderne. Enfin, il y avait même les animaux qui faisaient, enfin, des choses comme ça qui étaient extrêmement C'était aussi modernes. une époque houleuse. Oui, absolument. Eh bien, écoutez, il y avait, évidemment, on va peut-être un mot, c'est là il y a un an commençait le mouvement des Gilets jaunes. Eh oui. Sinistre anniversaire. non. Voilà, oui, pas- c'est ça. Ben voilà. Ce mouvement se développe dans le monde, hein, le Chili. Mais c'est incroyable. La contestation du pouvoir. Hein. Enfin, je veux Puis dire, je pense qu'il y a tellement de décalage entre des gens très très riches et des gens très très pauvres, ça grandit de plus en plus. il faut quand même raison garder. Il y a quand même strictement rien de commun entre la situation au Chili et la situation en France. Alors, à part effectivement le fait qu'ils portent un gilet jaune éventuellement, mais enfin, je veux dire, faire la moindre comparaison. Non, mais ça me paraît. vous parliez tout à l'heure de la montée des populismes, qui est quand même un phénomène important, et la contestation des pouvoirs, quels qu'ils soient, qui est quand même dans le monde entier. Merci infiniment, Bernard Delat, pardon. Merci Nicolas Sanne. Et donc on peut voir vos œuvres à Trappes, ou à Valenciennes. Allez à Valenciennes, c'est magnifique. Et puis je rappelle En chasse. De Jess Kahn, voilà. Aux éditions La Joanie. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà, donc passionnant roman. Voilà, et puis à très vite pour un nouveau numéro de PAF. Merci à tous les trois.